Serge Albertini va arriver là. Donc je voudrais excuser Stéphane Ampry, qui n'a pas pu donner de procuration. Et au niveau des procurations, donc Émilie Bastille a donné procuration à Valérie Golbet-Sanadji et Sabine Déby a donné procuration à Christophe Lacoste. Voilà. Donc nous allons démarrer ce conseil, mais avant de démarrer le conseil, j'avais souhaité à ce que le parc naturel régional du Luberon, partenaire de la ville de Cannelée, et également de Côté-Luc, nous siégeons à Côté-Luc, puisse nous exprimer et que vous puissiez échanger avec eux, que nous puissions échanger avec eux, sur la révision de la charte et sur les missions du parc avec les collectivités. Donc, je remercie Laure Galpin qui est derrière moi, la directrice, et Patrick Cohen, avec qui nous travaillons beaucoup avec la ville de Cannelée, qui est présent ce soir. Donc, je vais céder la parole à nos deux invités. Ça sera une demi-heure avec le parc du Luberon, hein, et puis après vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Voilà, donc bonsoir à tous. Je vais présenter la directrice, et effectivement je suis Patrick Cohen, j'ai bien choisi parce que je travaille bien avec la commune. Vraiment les agents de porte, l'idée, c'est peut-être de se redire ensemble ce qu'est le parc, ce qu'est la révision de la charte, parce que c'est notre actualité, et puis on va parler à deux voix, et puis ensuite, effectivement, on va poser éventuelles questions sur des projets peut-être plus précis aussi. Donc, bon, peut-être que je vais dire des choses que vous savez déjà, mais je préfère quand même reprendre au début. Peut-être de se redire ensemble que le parc naturel régional du Luberon, c'est d'abord un territoire. Un parc, c'est d'abord un territoire. Et c'est un territoire, en fait, qui possède de grandes richesses naturelles, culturelles, paysagères, et qui sont à la fois fragiles. C'est pour ça qu'on est passé en parc. Ensuite, le parc, c'est un projet de territoire, et ce projet, il a vocation à la fois à protéger et à développer. On est d'accord tous ensemble qu'on n'est pas sur un territoire qui se proche, mais on est sur un territoire qui a une grande valeur et qu'on doit protéger, mais on doit aussi valoriser nos richesses, et c'est grâce à nos richesses finalement du territoire qu'on développe l'agriculture, le tourisme, notre cadre de vie, etc. Ça, c'est vraiment la base. Et puis le parc, c'est aussi un label qui est délivré par décret du Premier ministre pour 15 ans. Donc nos missions en fait sont, alors les plus connues souvent d'un parc tournent autour de la biodiversité, vraiment de la protection des richesses naturelles et donc de la valorisation. Mais nos missions sont beaucoup aussi sur l'aménagement du territoire. On accompagne régulièrement les communes dans le cadre de leur document d'urbanisme, d'aménagement vraiment de leur commune. Et puis aussi, la loi nous donne une mission vraiment de développement économique et social. Donc, dans ce cadre-là, on ne se substitue pas aux intercommunalités, on ne se substitue pas aux communes, on vient vraiment en complément sur la question agricole, la question de l'écotourisme, des choses comme ça. Et puis on a une mission très transversale aussi d'éducation et de sensibilisation au territoire et à l'environnement. Donc à ce titre-là, en fait, vous avez des classes qui bénéficient du programme scolaire, mais on va au-delà des classes, on mobilise aussi plus largement les citoyens. Et enfin, le Code de l'environnement aussi nous donne une mission d'expérimentation et d'innovation. Donc avec vous, avec les territoires, avec les communes, en fait, on met en place des actions innovantes, j'ai envie de dire les centrales villageoises, et il y a plein d'autres sujets. Le territoire, je pense que vous l'avez en tête, on est sur 77 communes, au sud bordé par la Durance, sur la partie est, et puis au nord, les noms de plus, notamment. Donc Cavaillon, Papuy, Monnos, Fort-Calquier, qui dessinent les parcs. D'ailleurs, cette particularité du parc du Luberon, d'avoir les guides vraiment en ce sens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc, quand on parc naturel régional, on est
créé par la région et donc il y a un fort lien avec la région qui nous apporte la majorité de nos financements, vu qu'on contribue aussi en tant que commune en fonction du nombre d'habitants. Et tout ça en fait vous permet finalement d'avoir à votre service une équipe d'une 50aine d'agents. Et donc on est vraiment sur une équipe pluridisciplinaire, on travaille vraiment en mettant en relation toutes les thématiques. Je sais pas, quand on travaille sur l'agriculture, là finalement on travaille aussi sur le paysage, par exemple. Et donc on a vraiment cette équipe qui est là pour travailler avec vous, c'est le cas sur un certain nombre de dossiers. Donc ça, ce sont vraiment des généralités, mais n'empêche que ça pose quand même des choses. Oui, le parc aussi existe depuis 1977, donc il y a plus de 40 ans, donc c'est un parc qui est ancien et qui a des habitudes sur le territoire avec vous, qu'on fait évoluer aussi, parce que notamment les intercommunalités, on évolue nos compétences, etc. Donc régulièrement, on se remet en question. Et là, on se remet particulièrement en question en ce moment, parce que le projet de territoire, donc qui est la charte, a une validité de 15 ans. Donc la charte actuelle, c'est 2009-2024. Et donc là, on est en train de travailler sur 2024-2039. On s'y prend maintenant parce que c'est une procédure, c'est un petit peu long, mais c'est surtout un projet concerté, un projet travaillé avec le territoire. Donc il faut pouvoir prendre le temps. Alors évidemment, dans cette crise sanitaire, c'est quand même un peu plus compliqué de mobiliser. Et donc, je vais vous dire rapidement les grandes étapes de la révision. Donc, en 2020, les services du parc ont travaillé sur le diagnostic du territoire, donc la photographie, on en est où, il se passe quoi, où est-ce que les gens travaillent, comment a évolué la faune, la flore, l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on consomme en matière d'énergie, etc. On a travaillé là-dessus, on a travaillé aussi sur l'évaluation, en fait, on doit rendre une évaluation de ce que le parc et ses partenaires ont fait en fait, sur la précédente charte. Ce travail-là, il est fait ou presque finalisé. On l'a partagé dans des ateliers en visioconférence en fin d'année, vous étiez invités, il y a eu des habitants, on a eu des institutionnels, des élus, etc. Là, on était très déçus parce qu'on voulait vraiment aller sur le territoire, on voulait aller chez les gens, on voulait aller faire plein de choses. Ça, c'est un petit peu la vie. Donc maintenant, les prochaines étapes, la toute prochaine étape, c'est de définir les enjeux du territoire. Quelles sont nos ambitions, vers quoi on veut aller, les grandes lignes en fait, de la feuille de route. Donc là, vous avez en tant qu'élu un rôle important pour nous aider à déterminer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vient sur les territoires et on vient voir les élus, les gens qui peuvent contribuer. Et on a mis en place un organe de pilotage de tout ça. Donc, c'est notre comité syndical, bien sûr. Donc, vos délégués, il y a un délégué par commune titulaire et un délégué suppléant. Voilà. Donc, deux délégués, un titulaire et un suppléant. Et on a ajouté dans ce comité de pilotage les maires. En fait, tous les maires sont invités, y compris, ça je n'en ai pas encore parlé, les maires des communes non adhérentes actuellement, parce qu'il y en a sur le périmètre parc, il y en a 7 ou 8 déjà qui ne sont pas adhérentes, mais aussi sur le périmètre d'extension, parce qu'on étudie dans un périmètre élargi à 15 communes du versant sud de la montagne de Lure. Donc en fait, toutes les communes maintenant sont amenées à écrire le projet avec nous. En 2021, on écrit le projet. En 2022, on l'envoie aux instances nationales qui vont émettre des avis, etc. Peut-être qu'on ajustera s'il y a besoin. Et en 2023, le projet vient en enquête publique dans vos communes et vous devrez, à une date indiquée, j'imagine d'ici fin 2023 ou début 2024, délibérer pour choisir d'adhérer, j'espère. Et donc là aussi, on pourra, si vous souhaitez, revenir pour expliquer aux habitants, aux conseils municipaux, etc. le projet. Ça, c'est dans les grandes lignes, et du coup, mai 2024, on sera renouvelé jusqu'à 2039. Là, dans les toutes prochaines étapes, donc le 9 mars, on réunit en séminaire le comité de pilotage, dont j'ai parlé, des délégués et tous les maires du périmètre, pour discuter de ces ambitions, de grandes lignes directrices. Donc le 9 mars, une préparation. Le 23 mars, une réunion plus officielle. Vous allez choisir vraiment ces grandes lignes, ces grandes orientations. Et ensuite,
Au mois d'avril, on reviendra discuter là, sur le territoire, alors aussi avec des questionnaires en ligne, etc., qui sont moins souvent, pour commencer à décliner ses ambitions en orientation, puis en mesure, puis en projet. Alors les projets, on ne peut pas écrire non plus des choses très très précises dans une charte à 15 ans, mais il faut quand même qu'il y ait quand même du concret aussi dans cette charte. Donc tout ça là d'ici l'été. Et nous, après, à Jean-Bernard, on va garder, écrire, etc. Et on reviendra vers vous pour valider ce projet pour pouvoir l'envoyer aux instances nationales. Je crois que j'ai brossé là, là où on en est et ce vers quoi on va. On a des pistes déjà d'ambition, de grandes orientations. Je ne les dis pas là parce qu'en fait, il y en a tellement, il faudra discuter le 9 mars en fait. Et avant le 9 mars, oui. 9 mars sont invités, les délégués, les maires. Mais avant ça, là, ce jour-ci, on va diffuser à tous les élus du territoire, tous les conseillers municipaux, un questionnaire dans lequel on va vous demander comment vous ressentez déjà l'action qu'on a menée. Donc, on mettra, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et puis vous nous direz ce que vous en pensez, ou si vous ne savez pas, vous direz que vous ne savez pas. Et puis, on vous écrira aussi donc, toutes ces pistes qu'on a identifiées. Oui, sur l'aménagement durable du territoire, les consommations énergétiques, l'attention portée à l'agriculture, tout un tas de pistes et on vous demandera aussi un petit peu de vous positionner. Alors, ce ne sera pas décisif, mais nous, ça va nous permettre déjà d'avoir vos premiers positionnements pour en discuter le 9 mars ensuite. J'ai posé le décor. Juste, encore merci de me recevoir ce soir. Juste le petit complément, parce que là on a bien écrit, mais peut-être insister sur un point. C'est qu'un parc naturel régional, c'est l'émanation des communes. Il ne faut pas oublier que c'est vous, les communes, qui vous avez créé. Et c'est vous, les élus, qui fixez la politique de notre parc naturel. Alors, pas individuellement, évidemment, c'est un collectif. C'est le fruit d'une discussion, c'est ce que vous avez expliqué lors, c'est le fruit de la préparation de ce projet qu'on appelle la charte, qui va nous cadrer pendant les 15 ans qui viennent. Mais voilà, s'il y a un sujet sur lequel je voulais un peu insister, c'est que on n'est rien si vous n'êtes pas là. Et il est présidé par un élu depuis toujours. Et les techniciens que nous sommes répondront à ce projet qui a été conçu pour les 15 ans qui viennent, avec les moyens que nous avons, et sous votre autorité, sous l'autorité des élus. Donc c'est important de remettre ça dans cet ordre-là. Et après, peut-être, j'aimerais bien, c'est à vous de nous poser des questions et qu'on puisse y répondre. Voilà, c'est juste cette précision que je voulais apporter. Non, mais c'est vrai que aussi dans le projet de territoire, le parc va faire des choses, mais vous allez en faire aussi, vous, les intercommunalités, les associations, etc. Donc, effectivement, on existe parce qu'on existe, parce que vous êtes nous, les communes, etc., mais aussi parce que tout le monde met en œuvre ce projet de territoire. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, il y a un micro vers Michael Belfi là-bas. Donc c'est bon, hein. Il faut peut-être le brancher. Oui, bonjour Michael. J'ai une idée dans une construction. Quel est le projet il y a 15 ans, vous pensez que c'était totalement loufoque ou irréalisable, finalement, vous le proposez depuis 15 ans. Pour vous donner un exemple, en fait, de ce qu'on pourrait attendre. Il y a 15 ans, la charte précédente ne parlait pas ou à peine d'énergie. Aujourd'hui, il y a un service d'aide commune pour des économies d'énergie qui est particulièrement efficace. Ce n'était pas prévu dans la charte précédente. Ça a été mis en place au cours du temps. On ne l'avait pas imaginé à l'époque, par exemple. D'autres questions?
en particulier dans le cadre du PAT, du plan alimentaire territorial. Et un conseil syndical jeudi, je crois, où j'ai voté une des annexes qui est la création d'un poste d'animateur de ce plan alimentaire territorial. J'ai lu la fiche de poste, je ne vois pas l'amplitude horaire, le temps de travail consacré. Est-ce que c'est un temps complet? Est-ce que c'est un temps partiel? C'est un temps complet? D'accord. Donc en renfort du poste de responsable de pôle, donc qui est occupé par Yann Morel. Oui, alors Yann Morel, la responsable de ce pôle agriculture, tourisme et développement économique, si, par la retraite prochainement. Donc on est en train d'organiser la suite, mais donc, dans tous les cas, on sent bien que ce projet alimentaire territorial, ça a vraiment pris, et qu'un temps complet, ce sera vraiment pas de trop pour l'année. Vous savez, le projet alimentaire territorial, c'est alors c'est un label de l'État, mais c'est surtout pour dire qu'on est un territoire qui a une approche totalement globale et systémique de l'alimentation. Quand vous travaillez sur le foncier agricole, quand on aide des agriculteurs à s'installer, qu'ensuite vous alimentez vos cantines, que vous avez des magasins de producteurs, qu'on fait de l'éducation à l'environnement et à la santé de l'alimentation. Enfin, tout ça est vraiment un système très vertueux. Et il y a vraiment effectivement beaucoup d'actions qui sont menées. Donc, et sur ce poste, on a un financement leader, un financement européen. Votre intervention? Bon, moi, je vais faire une intervention en disant que j'ai vu évoluer le parc, parce que j'étais à l'époque président de l'Office du tourisme, je travaillais déjà avec le parc. Je crois qu'il y a beaucoup plus de concret depuis quelques années au service des communes, parce que le parc paraissait un peu lointain il y a une quinzaine d'années. Là, je trouve que vraiment le parc s'est rapproché et du citoyen et des collectivités. Les collectivités, c'est l'intercommunalité, mais au niveau des mairies, moi je crois que c'est vraiment un partenaire incontournable aujourd'hui. Et je crois qu'il faut se faire fort que les 8 communes qui n'y adhèrent pas, les 8 communes, vous avez parlé, moi j'ai mis quelques-unes. Donc je crois qu'il faut aussi porter la parole et dire exactement ce que fait le parc, ce que peut faire le parc pour aider les communes dans le secteur qui est le sien. Et je crois qu'il faut être nous aussi les ambassadeurs de ce parc, puisque, comme le disait M. Cohen, nous sommes les élus, pas nous, mais ceux qui nous ont précédés, certains sont encore là, à l'origine de la création de ce parc naturel, qui est vraiment quelque chose qui est un atout pour notre région et notre Luberon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour juste dire 2 mots, parce que bon, ça fait plaisir d'être ici ce soir, de parler 2 mots de Cadenet quand même, parce que c'est une commune importante pour le territoire. C'est une commune importante par sa population, c'est une commune importante par sa situation, au bord de la Durance, près du pont, sur la route d'Aix-en-Provence à Artes. C'est une position historique stratégique. C'est un véritable carrefour, ça a toujours été un village important. Et depuis quelque temps, là, grâce à vous, notamment, vous les élus de Cadenet, on a repris une habitude de travail. Je voulais vous en remercier. Notamment, on travaille sur le château. Le château de Cadenet, c'est quand même un site extraordinaire, qui a des atouts vraiment qui sont vraiment extraordinaires. C'est à la fois une valeur patrimoniale, une valeur paysagère et un espace admirable pour y faire des événements, mais ça vous le savez. Je voulais vous remercier de nous avoir confié cette mission sur le château, et en particulier les difficultés qui sont liées à une question de sécurité. Ça, c'est important. Vous avez un patrimoine dans ce village, excusez-moi, c'est ma chapelle, le patrimoine architectural, qui est vraiment admirable, pas toujours très bien mis en valeur, mais ça démarre. On travaille sur une fontaine, on travaille sur une croix de mission, un jubilé, la Vierge dans l'église, enfin bref, et puis on ne peut pas tout faire de ce coup, ça viendra par la suite, mais vous avez cette chance d'avoir dans le village un patrimoine important, un patrimoine qui est aussi protégé au titre des monuments historiques,
l'église, je parle de l'église, le château, mais aussi le presbytère sur lequel on travaille. Mais il y a aussi des enjeux d'aujourd'hui. J'étais hier matin ici à Cadonnet avec l'opérateur Free pour l'installation d'une antenne, et Dieu sait si c'est compliqué de trouver à la fois le bon endroit, avoir en même temps ce service. Et voilà, il nous avait mis en relation avec cet opérateur, et j'allais dire, ça se passe bien. On a fait 3 essais hier matin, ça se passe bien. Je sais que c'est compliqué, hein, mais hier matin, on a fait 3 essais de présentation d'antenne. Vous avez peut-être vu la nacelle se dresser au stade, et puis en bas dans la plaine, derrière la zone d'activité. Tout ça pour dire que, voilà, il y a des choses qui se passent. Juste en introduction, vous m'avez donné deux informations sur l'immobilier. Les choses vont bouger avec un programme partagé, un programme immobilier, un programme intéressant pour le centre-ville. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la chance d'avoir un village actif, dynamique, avec un patrimoine remarquable et une situation extraordinaire. Et voilà, je pense ça. Très bien. C'est qui a parlé patrimoine, donc du coup, nous sur d'autres sujets, vous êtes travaille beaucoup avec la commune sur les cantines, sur les économies d'énergie. Là, en ce moment aussi sur la mobilité, avec, dans le cadre d'un projet de développement des mobilités douces. Donc c'est vrai qu'on a pu répondre à un appel à projet national parce qu'on est venu avec l'ensemble du parc. Enfin, ouais, je vais citer aussi quelques autres projets, ça nous avait donné un peu plus de concret. Oui, voilà, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, on va vous remercier d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Merci de nous avoir reçus. Et après les deux. Et n'hésitez pas s'il y a des questions qui viennent après. Oui. Le petit mail, le message. Pas de souci. Merci. Merci, au revoir. Bon, nous allons démarrer ce conseil municipal. Le rapport numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal du 24 novembre. Alors les questions qui nous sont communiquées doivent être des questions en dehors de l'ordre du jour du Conseil. Parce que j'ai eu 2 questions, ou 2 remarques plutôt, concernant le programme CEDEL et le procès-verbal du 24 novembre. Donc on va pouvoir répondre et modifier si nécessaire dans le cadre de ces rapports. Donc ce n'est pas des questions orales et questions diverses. Donc le rapport 1, l'approbation du procès verbal, donc donne la parole à Samantha ou à quelqu'un avec le micro. Alors, avec les masques, c'est pas évident, donc parlez fort pour qu'on puisse bien vous entendre, qu'on puisse retranscrire le procès verbal. Oui. On a noté que dans le compte rendu du procès verbal de la dernière fois, si je me souviens bien, c'était sur le rapport 20. Voilà, c'est ça. Sur le rapport 20, il y avait marqué, en fait, c'est juste une couleur de phrase qui laissait entendre que nous pouvions rajouter de fait un
Donc on voulait supprimer de faible importance et remplacer à l'appréciation primaire, je ne sais plus. Et on voulait marquer, on voulait juste rajouter que, c'est un peu compliqué à dire comme ça, on voulait juste rajouter que c'était sur proposition du maire qui était rajouté à l'appréciation du maire. Donc, question orale, il y a marqué suppression de faible importance et vous proposiez remplacer par. Justement, remplacé par à l'appréciation du maire, ça c'est quoi que vous m'avez proposé? Oui, non, mais c'est ça que je l'aime, mais vous avez proposé de mettre sur proposition du maire? Non plus. Ah, donc, bon, alors on ne le met pas dans les demandes de modification de la part des élus de Catenay à venir. Proposé par le maire. D'accord. Ok, bon, le deuxième point, c'est pas sur ce point-là, c'est sur le CDR. Est-ce qu'il y a d'autres remarques au niveau de ce procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre? Non? Donc il sera modifié. Hein? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors nous passons au rapport numéro 2 qui est la modification de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Alors on en revient, donc les services de la préfecture nous ont fait remarquer, et j'ai eu les services au téléphone et puis notre DGS également, donc à l'appréciation, ça ne se met pas dans les formules de règlement intérieur, hein, même si c'est le maire qui fait l'ordre du jour du conseil municipal, ça la sous-préfète me l'a confirmé, hein, mais donc nous allons retirer à l'appréciation du maire. Voilà, c'est la seule remarque qui nous a été faite par la sous-préfecture concernant ce règlement intérieur. Qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 3 concerne l'avenant au contrat collectif mutuel de village. Je passe la parole à Françoise Raous. C'est sur le côté. Oui, c'est bon, c'est bon. Parle fort. Par délibération en date du 26 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé le contrat collectif mutuel du village avec la NGA. La mutuelle du village est un contrat collectif à caractère facultatif, contracté entre la mairie et la NGA, et ne n'implique aucun frais financier pour la collectivité. Ce contrat permet de négocier des prix à prix pour les citoyens de la commune. Le contrat
mets plus près ton micro. Du décret 2019-21 du 11 janvier 2019, avec les mesures au 1er janvier 2021. Est-ce que vous avez des questions sur cette mutuelle de village? Alors, au 1er janvier, il y a 45 contrats et 66 personnes sont couvertes. D'autres questions? Donc, je vous demande de m'autoriser à signer le contrat collectif actualisé avec la Mutuelle Générale d'Avignon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors nous allons passer au point 4, qui est la convention avec Opus Numérique pour le déploiement de la fibre optique. Donc c'est dans le cadre d'une délégation de service public que le département de Vaucluse a confié à Opus Numérique le déploiement du réseau public départemental de fibre optique en dehors des zones d'initiative privée. Opus Numérique doit déployer des câbles et fibres optiques et des boîtiers de raccordement destinés à permettre le raccordement à tous les foyers et toutes les entreprises du territoire. Le déploiement du réseau prévoit l'utilisation d'infrastructures existantes ou à créer selon le descriptif ci-dessous, accroche sur les façades de câbles à fibre optique de faible diamètre, pose éventuelle de boîtiers de connexion pour le raccordement futur des occupants. La remontée et le cheminement des câbles de fibre optique sur les façades utiliseront le même parcours que les câbles existants. La pose éventuelle du boîtier technique se fera dans la mesure du possible à côté des équipements existants. Donc, Opus Numérique a confié le pilotage des travaux au groupe Action Bouygues Énergie et Services, que vous devez voir depuis pas mal de temps maintenant d'encadrer. Nous avions d'ailleurs repris un peu à l'ordre, nous avons appelé parce que c'était un peu n'importe quoi au niveau des déviations, etc. Donc, les bâtiments communaux suivants concernés par ces travaux, c'est l'ancien office de tourisme, l'hôtel de ville, l'îlot Vivet. Alors, il faut rajouter l'îlot Vivet. Il y a l'îlot Vivet, la parcelle AK0443, et une qui avait été omise, c'est la parcelle à l'angle de la rue Lamartine et rue d'Enfer Rochereau, qui est la AK0429 à rajouter, et la parcelle au cœur de l'îlot Vivet. Voilà. Donc, il vous est demandé de m'autoriser à signer les autorisations de travaux et les droits de passage pour le déploiement du réseau public départemental de fibre optique sur les bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Mais si au niveau de l'îlot Vivet, ça va être quand même donc ça va être prévu, d'accord, mais les boîtiers vont être supposés sur les trucs qui existent déjà, on ne sait pas si ça va rester ou pas. Alors là, je ne sais pas exactement, peut-être Marc. Ah, il n'a pas entendu la question. Donc, elle va la reposer. Je disais juste que concernant l'îlot Vivet, les boîtiers vont être posés sur des endroits potentiellement qui seront détruits après. Donc on n'a peut-être pas le choix, mais ça me paraît. La Michael qui va répondre avec plus de compétences que moi-même. En fait, le câblage à la fibre optique suit aujourd'hui tout le câblage de la téléphonie. Donc en fait, il traverse le fourreau et donc sur les façades, là où il y a des téléphones en place. Donc on va voir que ça aille. Aujourd'hui, on se doit d'installer ces coffrets pour l'instant dans la besoin, nécessité. Et si le jour où il y a des travaux de démolition d'agrandissement comme ce soit, dans ce cas-là, il faudra faire une demande de dévoilement ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne peut pas anticiper sur des travaux qu'on ne peut pas savoir à l'avance. D'autres questions? Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point 5, c'est la prolongation de l'adhésion au programme
CEDEL Énergie, avec le parc naturel régional du Luberon. Je passe la parole à Marc Duval. Alors CEDEL, tout d'abord, ça veut dire Service d'économie durable dans le Luberon. Comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est un service d'accompagnement du parc régional du Luberon, qui a comme objectif d'accompagner les communes dans la réduction des consommations d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables. Le service est en place depuis 2009, la commune de Cazalet est adhérente depuis 2011 et cette première adhésion se termine fin avril 2021. Donc les communes bénéficient d'un service d'accompagnement par un technicien conseil énergie qui nous accompagne sur l'optimisation et le suivi des consommations, sur la planification des actions en termes de maîtrise d'énergie, sur la performance énergétique des bâtiments municipaux, sur l'optimisation de l'éclairage public, et il nous conseille sur le développement des énergies renouvelables, ayant plus une mission de formation et d'information auprès de nos services techniques et également de la population. Donc ceci nous permet de diminuer le coût de consommation d'énergie. Nos consommations sur la commune de Cazalet diminuent, mais le coût de l'énergie augmente, donc en fait on a à peu près un niveau équivalent en termes de dépenses. Donc cette économie est quand même intéressante. En moyenne pour les communes adhérentes, c'est à peu près 6,42 € par an et par habitant d'économie d'énergie. En plus de ces économies qui sont intéressantes, ça facilite l'obtention de subventions dans le cadre des travaux d'amélioration. Donc la cotisation, le tarif de ce service est de 2,10 € par habitant. Il est inchangé. Et cette prolongation de convention doit se porter pour la période du 1er mai 2021 jusqu'au 30 avril 2021. Sur la commune, nous avons déjà eu une réunion de restitution de la présentation des consommations de 2019 qui a eu lieu le 6 octobre 2020. Donc avec les services techniques, Pierre Lorieto, Sabine Déby, moi-même et Mme Jorgali. Donc les priorités en termes d'économie potentielle sont tous les bâtiments scolaires et ce bâtiment ici. Donc on va solliciter les conseils du technicien de façon à programmer les travaux qui nous permettront de réaliser des études sur ces bâtiments. Donc il y avait, je crois, une question de Samantha. Non, alors, juste pour revenir sur les deux bâtiments que tu citais, juste pour préciser que c'est une obligation légale, les travaux, puisque la loi oblige les rénovations sur les travaux en termes d'énergie sur les bâtiments de plus de 1000 m², c'est ça non, notre remarque qu'on va envoyer, c'est juste une remarque qui disait que dans ce qui est écrit sur la note de CEDEL, c'est l'évolution du tarif annuel qui passe à 2,10 €. Ça laisse entendre que ça a une augmentation et que, en fait, comme tu l'as dit, il y a pas d'augmentation, ça s'arrête. Voilà. Très bien. D'autres remarques, d'autres questions sur le programme CEDEL? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors le point numéro 6, bon, c'est le conseil municipal, mais c'est pour la police municipale. Donc chaque année, il y a des séances au stand de tir de Pertuis. Là, c'est toutes les polices municipales qui sont armées, bien évidemment. Il faut de l'entraînement. Il ne faut pas confier des armes à tout le monde, bien évidemment. Donc, c'est une convention pour m'autoriser donc à signer cette dernière pour que nos policiers municipaux puissent suivre ces séances de tir à Pertuis. C'est une convention avec la mairie de Pertuis. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous allons maintenant au point numéro 7 évoquer la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, CCTP, et je passe la parole à Valérie Godelet-Sanacci. Oui, merci. Donc,
L'animation et la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance a été confiée au maire et son rôle a été renforcé en faisant l'acteur clé de la prévention aux côtés des autorités régaliennes. Donc, pour exercer ces prérogatives, il existe un dispositif qui s'appelle Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, qui donne au maire la possibilité, sous le sceau du secret partagé, d'avoir connaissance de situations nominatives par rapport à des actes d'incivilité ou des petites infractions, petites dégradations qui relèvent du contraventionnel, afin de proposer une réponse adaptée sous la forme d'un rappel à l'ordre, d'une transaction. Ce qu'on appelle une transaction, c'est une réparation financière ou un travail non rémunéré, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément le TIGE, ou bien aussi de mettre en place des actions de conseil, de soutien à la fonction éducative et parentale. La commune de Cadenet souhaite mettre en place cette cellule de citoyenneté et de tranquillité publique pour gérer les problématiques d'absentéisme scolaire, pour apporter des réponses aux incivilités constatées, les dégradations et faits de faible gravité, avant bien entendu que ces actes ne soient judiciarisés. Donc, cette cellule est placée sous l'autorité du maire. Elle est composée, donc, sur le plan opérationnel, du maire, de la première adjointe, du chef de la police municipale, pour assurer le traitement des dossiers du quotidien. Et il existe une cellule plus élargie, à laquelle peuvent être associés le représentant de la gendarmerie, un référent du parquet, les directrices d'école ou le principal du collège et la directrice du CCAS. Elle fait l'objet d'un conventionnement entre la commune, l'éducation nationale et le parquet. Donc, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition de cette cellule et qui nécessitent donc la signature de 3 conventions avec le parquet concernant le rappel à l'ordre, la transaction, le partage d'informations, une convention avec l'éducation nationale pour le partage d'informations, une charte de déontologie signée par le parquet, l'éducation nationale, la gendarmerie, le CCAS et la commune, et enfin, la déclaration d'engagement qui correspond au règlement intérieur de cette cellule. Elle est soumise à un contrôle, donc c'est la commission d'évaluation départementale qui vérifie le respect des engagements pris et la réglementation. Donc, ces différentes conventions sont consultables en mairie si vous le souhaitez, et il est donc demandé ce soir aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à créer cette CCTP et à signer les différents documents cités ci-dessus. Donc je précise que nous avons rendez-vous le jeudi 25 au tribunal d'Avignon avec monsieur le procureur de la République. Et j'en profiterai pour évoquer d'autres problèmes avec lui, vu que je suis en lien permanent, et donc je lui avais fait des courriers pour des situations que beaucoup d'administrés ne supportent plus sur notre commune, mais ça n'a rien à voir avec les CCTP, c'est pour vous dire que nous verrons le procureur de la République dans le cadre de plusieurs dossiers. C'est toujours bien d'avoir des relations avec le procureur et le préfet, etc. Est-ce que vous avez des questions? Christophe, oui. Je ne sais pas si ton micro marche. 1, 2. Non, ça va, ça va. Non, je voulais savoir s'il y avait un lien avec, entre la cellule et le groupe de travail de défense et prévention Délinquance et prévention. Donc, on a une cellule d'écoute et d'accompagnement que je vais réunir dans pas longtemps, j'en suis le référent, que je fais partie, donc avec Isabelle, Annie, Émilie, Françoise, Valérie Grange. Donc, on a mis des cellules d'écoute et d'accompagnement. On s'est réunis une première fois. C'était pour gérer les crises. Ouais. Non, mais je ne sais pas d'autre. J'ai le plan de sauvegarde auquel je fais partie, le règlement local de publicité, la cellule de prévention des citoyennetés, la maison du citoyen. Oui, mais ça c'est. Oui, c'est celle-là. Oui. Oui, c'est celle-là qui va se transformer en CCTP. Voilà. Mais
va mettre beaucoup d'élus. Donc, et en plus, il faut des partenaires comme le procureur, la gendarmerie, le CCAS, la police municipale, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que nous l'avons limité au maire et à la première adjointe. D'accord. Et Voilà. du coup, j'ai quand même deux questions. Je me demandais si vous aviez fait un constat de reconnaissance ou pourquoi elle a été mise en place maintenant cette cellule, juste parce que vous êtes en place maintenant et que vous mettez, parce qu'il y avait une constatation particulière. Je réponds à la première question. Oui, donc, et Valérie pour répondre aussi. C'est qu'on a constaté pas mal d'incivilités, donc elle a déjà fonctionné, puisque j'ai reçu avec le chef de la police municipale et ma première adjointe, nous avons reçu déjà 8 des collégiens, avec les parents, avec qui c'est très bien passé. Les parents ont beaucoup aimé la façon de procéder, puisque bien sûr, on n'est pas des... Je suis un juge, hein, voilà. Mais c'était pour, quand on a vu une petite qui était sur le bord de la maternelle et qui risquait de se tuer, hein, donc on a voulu agir en amont, et ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait des parents qui sont un peu dans la détresse et qui ont un peu du mal à s'occuper normalement de leur enfant, quoi, et donc nous avons eu une maman qui nous a un peu remercié de notre action, et nous lui avons dit que si elle avait besoin, on pouvait lui donner un coup de main, quoi, l'aider. Hein. Voilà, donc, et puis on a vu que ça se passait bien dans beaucoup de communes. Valérie avait travaillé à la politique de la ville en région parisienne, ça fonctionnait très bien, donc si tu veux, tu vas rajouter les mots. C'était un des enjeux de notre programme et de notre projet, en fait, d'avoir un vrai projet sur la prévention et la citoyenneté. Donc cet outil-là, il répond à cet objectif. En fait. C'est pour ça qu'on l'a mise en place, elle n'existait pas auparavant. Il n'y a pas eu forcément une recrudescence, mais en tout cas, nous, on avait envie d'apporter des réponses adaptées, hiérarchisées à ces problématiques et surtout éviter l'escalade des jeunes. On voit bien que si on a des primo-réponses, souvent c'est dissuasif et ça participe vraiment d'une vraie politique de prévention. Très bien. Et ma deuxième question, ce serait est-ce qu'il y a une évaluation qui est prévue de cette mise en place et à quel moment? L'évaluation sera faite oui, par... il y a une évaluation annuelle. Il y a une évaluation annuelle, puisque une fois par an, sont transmis en fait les rapports au parquet. Et nous avons prévu de réunir un groupe technique, hein, qui n'est pas vraiment un comité de pilotage, parce que là, ça implique le parquet, mais en tout cas, à peu près tous les 3 mois, pour faire un point sur les situations, et voilà, réadapter s'il faut les réponses. Donc, est-ce qu'il sera envisageable d'avoir un retour Bien sûr, on pourra tout à fait faire un bilan. On transmettra peut-être, donc je ne sais pas si on a le droit de transmettre le rapport, mais je pense que oui. Alors le rapport non, parce qu'on est plus sur des situations nominatives, donc on est vraiment sous le sceau du secret. Voilà, partagé. Et par contre, on peut faire un bilan global de la typologie des situations qu'on a rencontrées et des réponses qu'on a apportées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Annie, peut-être le micro. Parle un peu plus fort, si tu veux. Je voulais juste savoir si dans le cadre d'Annecy, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà envisagé que ça se pourrait au niveau des mairies? Il y a des entreprises qui ont été contactées éventuellement pour le jeu. Est-ce qu'il y a une idée de ça? Alors pour le moment, on est en train de monter ça parce que ce ne sera pas la réponse prioritaire. Hein. C'est assez rare pour mettre en place un travail non rémunéré, mais ça se ferait dans un premier temps avec les services de la mairie parce que c'est souvent des dégradations de mobilier urbain. Donc l'idée c'est d'avoir un travail d'intérêt général dans ce domaine-là, voilà, pour que ce soit cohérent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous demande de m'autoriser à créer c'est pas CCPT, mais CCTP. Et il a signé les différents documents permettant sa mise en œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le point numéro 8, c'est la création d'un poste à la bibliothèque. Alors, création, oui, mais c'est un agent de catégorie B de la bibliothèque qui a demandé une disponibilité pour 1 an. Donc nous avons eu un recours dans un premier temps à un contractuel. Il s'avère que l'agent a demandé le renouvellement de sa disponibilité. Donc, considérant la difficulté à recruter un agent de catégorie B titulaire du concours, nous avons réorganisé le service et créé un poste non permanent de catégorie C pour pallier cette absence. Depuis 2019, c'est le même agent qui travaille à la bibliothèque et qui donne entière satisfaction pour 22h30 par semaine. Donc je vous propose de créer un poste permanent de catégorie C, ouvert dans les grades d'adjoint territorial du patrimoine, adjoint territorial du patrimoine principal, deuxième et première classe. Donc comme je vous le disais, à temps non complet de 22h30. Lors du prochain comité technique, le poste vacant de catégorie B sera de fait bien sûr supprimé, puisqu'il ne répond plus aux besoins de la nouvelle organisation. Dans l'éventualité où ce poste serait pourvu par un contractuel, il sera rémunéré sur la base du premier échelon du grade d'adjoint du patrimoine. Est-ce que vous avez des questions? Micro à Isabelle ou à Santa, je crois qu'il parle. Moi, je trouve que c'est le débat quand même un poste de l'actualité. Et on ne pourrait pas pousser la jeune fille à passer son concours à ce moment-là, pour qu'elle soit rémunérée, pour qu'une gradation doit avoir fonction publique dans ce texte-là. Et puis aussi, quand on a des projets sur la bibliothèque, ça aurait peut-être beaucoup de garder à la catégorie publique pour monter d'autres projets par rapport à la bibliothèque. Alors, de supprimer un poste, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le recréer, parce que bien évidemment, dans le cadre de l'organisation, on peut le recréer. Alors aujourd'hui, on peut toujours proposer à cette personne qui est entière de satisfaction de. Oui, bon, Isabelle nous dit qu'elle se prépare à le faire, mais donc là aujourd'hui, on ne peut pas l'embaucher en catégorie B, bien évidemment, et après, bien évidemment, on pourra toujours revoir la situation avec l'adjointe concernée et la directrice, la responsable du service culture et bibliothèque avec la DGS, pour voir bien évidemment pour l'évolution de son poste à elle aussi. Il n'y a pas de souci. Oui. Samantha? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce poste? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, toujours en matière de RH, c'est la mise à disposition d'un agent au CCAS. Donc, vous le savez, donc, il y a la directrice qui fait partie donc, entièrement du CCAS, qui est subventionné en très grande partie par la mairie, bien évidemment, parce que c'est un établissement public indépendant, même si le maire en est le président. Et nous avons une mise à disposition d'un agent, adjoint administratif principal de deuxième classe, à temps non complet de 19h15. L'exercice exclusif des missions pour le CCAS nécessite la mise en œuvre d'une mise à disposition de l'agent. Donc, une convention de mise à disposition fixe les conditions de cette dernière, la durée de la mise à disposition de 3 ans renouvelable, l'agent sera rémunéré par la mairie et son salaire sera remboursé par le CCAS. La convention de mise à disposition est jointe au présent rapport. Voilà, donc je vous ai demandé d'acter les termes de la convention de mise à disposition, c'est un renouvellement, et de m'autoriser à signer tous les documents qui s'y rapportent. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 10, c'est le compte
contrat de groupe d'assurance statutaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Cette démarche donc permet aux collectivités et établissements publics d'éviter de conduire leur propre consultation d'assurance, tout en bénéficiant du poids dans la négociation que permet un tel groupement et lors de son exécution d'une mutualisation des résultats, évitant des résiliations ou majorations importantes imposées par l'assureur. Donc le contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, le CDG 84, regroupe aujourd'hui 118 collectivités et établissements publics. Il est conclu pour une durée de 4 ans et arrive à échéance le 31 décembre 2021. Le CDG 84 a donc entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique. Donc le contrat que va conclure le CDG 84 comprendra une solution de garantie à destination des agents CNRACL et une solution de garantie destinée aux agents Ircantec. Il devra couvrir tout en partie des risques suivants. Donc vous avez dans la note de synthèse tous les risques des agents affiliés à la CNRACL et ceux qui ne sont pas affiliés. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs formules. La consultation portera sur les aspects financiers, l'étendue des garanties, la qualité de la gestion proposée et l'étendue des prestations annexes accordées. Les taux de cotisation connus seront présentés à la collectivité avant l'adhésion définitive au contrat groupe. Toutes les collectivités à l'issue de la consultation garderont la faculté d'adhérer ou non au contrat ainsi mis en place. Donc il vous est demandé, compte tenu de l'intérêt d'une consultation groupée, d'une consolidation mutualisée des résultats de chaque collectivité, de rallier la procédure engagée par le CDG 84 pour renouveler son contrat groupe d'assurance statutaire et l'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer au point 11, qui est la demande de subvention pour l'acquisition d'équipements vidéo projecteurs interactifs à l'école maternelle, pardon, à l'école primaire. Je passe la parole à Valérie Sanadji. Alors nous avons eu une information de dernière minute aujourd'hui de la part des services de l'État, de l'inspection académique. En fait, donc, il s'agissait de passer cette délibération pour répondre à un appel à projet permettant d'équiper les écoles en socle numérique. Simplement là, le projet de délib est caduc et nous avons décidé de supprimer ce point ce soir parce qu'il faut que nous repensions en fait ce projet, puisqu'il y a de nouveaux critères d'éligibilité qui n'apparaissaient pas dans la première version de l'appel à projet et dont nous avons été destinataires ce jour. Voilà. Donc le point 11 est ajourné, vu les dispositions gouvernementales, c'est bien ça, prises aujourd'hui même. Le point 12, l'attribution de subventions en 2021, ce n'est pas encore des subventions dans le cadre du budget primitif 2021, mais Nicole va nous en parler. L'association Crèche et Tradition. L'association Crèche et Tradition n'a pas obtenu de subvention en 2020 car la crèche étudiante a été déprogrammée. Cependant, compte tenu du contexte sanitaire et du décalage entre prestations et réception des factures concernant la crèche étudiante de 2019 sont parvenues tardivement à l'association, entraînant un déficit dans le compte. Effectivement, il y a des adhérents qui ont été obligés de mettre de l'argent de leur poche pour pouvoir payer ces factures-là. C'est la présidente et la trésorière du bureau ont été obligés de mettre de l'argent de leur poche. Considérant que l'association Crèche Tradition n'a pas obtenu aucune subvention de la commune en 2020 et que les dépenses réalisées en 2020 sont liées à l'organisation de la crèche étudiante de 2019, Monsieur le maire propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 500 € pour compenser ce déficit. De plus, Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'allouer une avance de salaire de 20 000 € au CCAS. Pas de salaire.
salaire. Hein. Pardon, j'ai mis salaire. Non. 20 € au CCAS sur la subvention annuelle qui sera votée au budget primitif 2021 de la commune. C'est une avance sur le Comme on fait chaque année. Mais qui servira à payer les salaires. Oui. Voilà. Donc, merci Nicole. Qui? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Non, c'est par rapport au fait que c'est une facture tardive. Non, c'est parce que la crèche vivante avait lieu le 24 décembre. Et l'association paye les factures en début d'année. Mais comme on n'a pas versé la subvention cette année, il a fallu quand même qu'ils payent la crèche 2019. Donc il a fallu qu'ils donnent de l'argent de leur. C'était le cas de la présidente et de la trésorière. Voilà. D'autres questions sur. Donc c'est une avance pour le CCAS et c'est une subvention exceptionnelle pour l'association Crèche et Tradition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Alors, le point numéro 13, donc là aussi, même s'il faut le voter, on n'a pas le choix, c'est l'attribution d'une indemnité pour la confection des documents budgétaires alloués au receveur municipal. Donc, le montant, c'est 45,73 €, hein, en application de l'arrêté du 16 septembre 83. Voilà, donc ça, c'est une obligation légale. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point numéro 14, c'est la modification d'une demande de subvention à la DRAC. Et je passe la parole à l'adjointe à la culture et au patrimoine, Valérie Boisgard. Merci. La commune de Cadenet a déposé une demande de subvention auprès de la DRAC par délibération numéro 12-2020 du 27/1/2020 afin de réaliser le diagnostic patrimonial de l'église et le patrimoine. Cette opération n'a pas pu être instruite en 2020 par la DRAC qui vient de s'apercevoir d'une erreur dans le montant subventionnel. Nous redéposons donc un nouveau plan de financement et un nouveau formulaire de demande de subvention, réduit à la baisse. L'étude est estimée à 35 337 €. Le montant subventionnable par la DRAC est de 33 453 €. Monsieur le maire propose de solliciter une subvention à hauteur de 50% du montant de subventionnable, soit 16 726,50 €. Je tiens juste à préciser que c'est une erreur de la DRAC et non pas une erreur de la mairie. Vous avez des questions? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors le point 15, c'est des informations côté élu. Après, je peux donner deux autres informations, notamment des décisions. Sur information côté élu. Donc, si vous avez des questions, si des élus communautaires veulent s'exprimer pour donner des informations au conseil municipal, moi, en tant que vice-président et en charge de l'animation territoriale, donc, j'ai décidé de ne pas attendre la fin du projet de territoire, même s'il avance bien, malheureusement, vu les contraintes sanitaires, on ne peut pas se réunir, notamment réunir tous les élus communautaires comme prévu. Donc, j'ai décidé, puisque je m'occupe de l'attribution des subventions, j'ai créé un groupe de travail, donc il y a 7 personnes qui m'ont rejoint, des élus communautaires, dans ce groupe de travail, pour l'attribution des subventions demandées à côté élu, dans le cadre, bien sûr, lié aux compétences de l'intercommunalité, c'est-à-dire le tourisme, la jeunesse, la petite enfance, la vie économique. Et deuxième chose,
je réunis également un autre groupe de travail que j'ai mis en place, là aussi. J'ai 7 personnes qui m'ont répondu favorablement sur le tourisme, le schéma de développement touristique et sur la convention avec l'Office du tourisme. Tout cela se fera au mois de mars pour présenter le schéma de développement touristique et la convention avec le tourisme, en sachant que Jean-François Lovisolo, qui est en charge de l'économie, a créé un groupe de travail. Marc Duval, j'ai vu, a répondu favorablement, et c'est très bien. Donc si d'autres élus communautaires veulent rejoindre ce groupe, et d'autres vont se créer prochainement. Nous avons également eu une réunion de travail très importante et également un coup de gueule avec Marc Jobert concernant le gymnase, dont le marché devrait être lancé sur les travaux, vu que c'est un marché de 473 000 € et nous avons 200 000 € de subvention de l'État. Hein, parce que nous, quand je dis nous, c'est là, c'est côté du deux. Voilà. Mais Marc va peut-être mieux vous en parler s'il a le micro. Ça marche. Je vais en profiter, mais je vais faire court parce que le gymnase de Cadet, c'est une arlésienne qui traîne depuis 2018. Donc on a résumé de vieux dossiers qui remontaient à l'ancien principal du collège, M. Giacomo. Donc on a eu une réunion avec Jean-Marc il y a plus de 3 semaines pour savoir qui faisait quoi, et on s'est rendu compte qu'en définitive, c'est une usine à gaz au sein de Cotteville. Voilà. Donc on a demandé une réunion express des différents protagonistes pour savoir qui faisait quoi entre bien sûr la commune de Calomey et Cotteville, et surtout pour envisager l'avenir du gymnase, parce qu'il y a des budgets qui ont été votés et qui n'en restent pas depuis 2 ans. Voilà, pourquoi on ne sait pas. Et peu de travaux qui sont faits, vous pourrez regarder, puisque là je vais vous noter, parce que le prochain conseil communautaire, on aura dit sa parole, concernant effectivement le fonds CDL, où il y a des économies d'énergie à faire. On se regardera en sortant, il y a une transport qui mine tout le bas de cabinet, qui doit être mis après 8 mois de demande. Voilà. Il y a quand même 22 000 € de frais alloués au chauffage et à l'électricité du gymnase. En ce moment, il n'y a personne depuis 2 mois et il est chauffé. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui ne gênent personne, encore moins à côté de nous. Tu as dit la somme? Oui. Tu as dit la somme? Oui. 22 000. On est gaspillé. 29 000, un petit peu plus. Voilà. Donc, on a demandé avec Jean-Marc une réunion express du service technique, de tous les représentants qui gèrent les différents dossiers du gymnase. Ce sont plusieurs et on nous parle de transversalité et en définitive tout est économique. On va essayer de remettre tout ça à plat pour aller plus vite et avoir des interlocuteurs qui nous permettent de régler des problèmes de manière rapide et efficace. Voilà. Très bien. Si d'autres élus communautaires, si les conseillers municipaux ont des questions à poser sur Cotteville, peut-être Samantha? Moi, je voulais juste vous informer qu'au dernier conseil communautaire, on avait validé le PCAET, donc le plan climat et énergie. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas toutes les communautés de communes qui en sont là. Voilà, toutes les communes maintenant qui ont voté ce PCAET doivent faire attention à leur décision et à leur vote pour respecter les engagements qu'il y a à travers ce PCAET. Je vous encourage après à aller voir dès qu'on aura les documents sur le site de Cotteville. Et sinon, effectivement, moi aussi, je vais faire partie du groupe de travail avec Jean-François Lovisolo. Très bien. Donc, Valérie.